j'ai refusé de former ma remplaçante après avoir été écarté d'une promotion. Mon patron a menacé de me renvoyer, alors j'ai démissionné sur le champ, et j'ai regardé toute l'entreprise s'effondrer. Alors, mon entreprise m'a refusé une promotion, puis m'a demandé de former la personne qui a obtenu mon poste. Apparemment, dire non était un crime de guerre, car les choses ont très vite dégénéré. Prenez votre popcorn, et profitez du spectacle. Petit avertissement, c'est un peu long et compliqué, mais lisez jusqu'au bout. Je sais que vous vivez pour le drame. Je m'appelle Andy, j'ai 27 ans, et j'ai passé 5 ans dans cette entreprise de logistique, en pensant que le travail acharné et la loyauté signifiaient quelque chose. Il s'est avéré que je n'étais que la bête de somme du bureau, mais avec un diplôme universitaire. J'ai commencé juste après l'obtention de mon diplôme. Un poste d'analyste débutant, un salaire assez décent pour payer mon loyer, et de quoi m'offrir des nouilles instantanées un peu meilleures. Le plan était simple. Faire profil bas, faire du bon travail, gravir les échelons, le rêve américain standard. Retour à la réalité. Je suis devenu le gars sur qui tout le monde déversait ses problèmes, parce que j'étais assez stupide pour les résoudre. Un client qui pique une crise à 21h. Appelez-moi. Un projet qui implose 2 jours avant la date limite? Je vais faire une nuit blanche. Quelqu'un a besoin d'être remplacé pendant ses vacances? Devinez qui travaille tout le week-end. J'ai fait tout ça en pensant que la loyauté allait dans les deux sens. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le pire, c'est la façon dont tout ceci est devenu normal. Anna, de la comptabilité, m'envoyait des tableurs à 19h, avec la mention urgent dans l'objet. Rien n'était jamais vraiment urgent. Elle savait juste que je m'en occuperais avant le matin. Ronnie, des opérations, me traitait comme son assistant personnel. Il passait à mon bureau 3 fois par jour, pour me demander de réparer des choses qu'il aurait dû apprendre à faire il y a des années. Jamais un s'il te plaît. Jamais un merci. Juste des exigences. Et j'ai continué à le faire. J'ai continué à dire oui. Je pensais que c'était ce que faisaient les gens qui ont l'esprit d'équipe. Qu'à un moment donné, quelqu'un le remarquerait. Que cet effort supplémentaire se traduirait par quelque chose de tangible. Ce ne fut pas le cas. Mon manager, Steve, me sortait toujours ce discours sur ma valeur, sur le fait que tout le département s'effondrerait sans moi. Tu es absolument essentiel à nos opérations. Traduction, nous ne te promouvrons jamais, car tu es trop utile là où tu es. Le poste de responsable principal des opérations s'est libéré en mars. En gros, c'était mon travail actuel, mais avec une véritable autorité, un vrai pouvoir de décision, et un salaire qui ne me ferait pas grimacer à chaque fois que je consultais mon compte en banque. Steve m'a pris à part le jour où l'annonce a été publiée. Il m'a fait tout un discours pour me dire que je devais absolument postuler, que j'étais exactement ce qu'il recherchait, que c'était mon heure, et il m'a même aidé à préparer ma candidature. Nous avons fait des entretiens blancs. Il m'a coaché sur ce que les cadres voulaient entendre. J'ai passé 2 semaines à perfectionner cette candidature. J'ai traversé 3 séries d'entretiens avec différents directeurs, ainsi qu'avec le vice-président. J'ai répondu à chaque question comme si je l'avais répété dans mon sommeil. Chaque entretien m'a semblé solide. Après le dernier, le vice-président m'a même serré la main, et a dit, « Je pense que vous savez comment cela va se passer. » Puis, il a souri comme si nous partagions une blague d'initié. Je suis sorti de ce bâtiment en pensant que j'avais enfin réussi. Puis, ils ont embauché Bella. Bella était là depuis 14 mois. Je connais le délai exact, car c'est moi qui l'ai personnellement formée. Je me suis assis avec elle pendant 2 semaines entières, pour lui montrer nos systèmes, lui expliquer les relations clients qu'il m'a fallu des années pour construire, et lui détailler les processus que j'avais créés de toutes pièces. C'était une personne assez gentille. Elle arrivait à l'heure, faisait ses tâches, souriait beaucoup, mais exceptionnelle. Pas du tout. Elle était agressivement moyenne. Le genre d'employé qui termine une tâche, et demande immédiatement ce qu'elle doit faire ensuite, comme si elle attendait la permission de penser. D'une manière ou d'une autre, cela a suffi pour me voler ma promotion. Steve m'a convoqué dans son bureau un vendredi après-midi. J'aurais dû le deviner à son visage. Cette expression de fausse compassion, que les gens prennent quand ils sont sur le point de gâcher votre journée. Écoute, a-t-il commencé, en s'adossant à sa chaise, faisant de son mieux pour jouer le manager inquiet. Je voulais te le dire personnellement avant l'annonce officielle,
nous avons décidé de choisir Bella pour le poste de responsable principal. Je l'ai juste dévisagé, attendant la chute de la blague, attendant qu'ils disent qu'ils créaient un deuxième poste. N'importe quoi qui aurait un sens. Je n'ai rien eu. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, a-t-il poursuivi. Mais la décision s'est jouée sur l'expérience en leadership. Le rôle précédent de Bella impliquait une gestion d'équipe plus directe, et la direction a estimé que cela lui donnait un avantage. Alors, la femme qui venait à mon bureau 3 fois par semaine pour me demander comment gérer des emails basiques, avait plus d'expérience en leadership que moi. Bien sûr, c'était tout à fait logique. J'avais envie de renverser son bureau, de partir sur le champ. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, et j'ai demandé si c'était tout. Steve a eu l'air sincèrement soulagé que je ne fasse pas de scandale. Il m'a dit que je gérais la situation avec beaucoup de professionnalisme. Il a ajouté qu'il y aurait d'autres opportunités à l'avenir. Je suis retourné à mon bureau, et je suis resté assis là pendant 1 heure à fixer le vide. J'essayais juste d'assimiler le fait que j'avais été écarté au profit de quelqu'un que j'avais personnellement formé, et qui avait encore besoin de mon aide. Ce week-end-là, j'ai mis à jour mon CV, et j'ai commencé à parcourir les offres d'emploi, préparant discrètement mes options. Si cette entreprise ne m'appréciait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Le lundi matin, je suis arrivé prêt à faire exactement mon travail, et rien de plus. Fini les nuits tardives, fini de remplacer les autres, fini d'être le contact d'urgence du département. J'avais tout un plan. Faire profil bas, encaisser mes chèques, passer des entretiens pendant mes pauses, partir quand quelque chose de mieux se présenterait, et faire une sortie propre. Puis, le lendemain matin, Steve m'a demandé de former Bella pour son nouveau rôle. Et c'est là que j'ai décidé de tout brûler. Mardi matin, Steve s'est matérialisé à mon bureau avant même que je ne sois connecté. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Il n'arrivait jamais avant 9 heures, à moins que quelque chose ne soit sur le point de devenir mon problème. « Tu as 1 minute ?» a-t-il demandé, se dirigeant déjà vers la salle de conférence. Je l'ai suivi à l'intérieur. Il a fermé la porte. Il s'est assis, et a fait ce truc où il croise les mains sur la table. Alors, Bella commence son nouveau rôle lundi, et nous avons besoin qu'elle soit opérationnelle rapidement. Tu connais les opérations mieux que quiconque. Et Andy, tu es le choix évident pour l'aider dans cette transition. J'ai cligné des yeux. J'ai laissé ces mots bien s'imprégner. Tu veux que je forme Bella, ai-je dit lentement. Ce n'était pas une question, je confirmais juste que j'avais bien entendu. Exactement. Juste pour quelques semaines. Montre-lui les trucs avancés. Présente-la au client clé. Explique-lui les systèmes de reporting. Toutes les choses que tu fais déjà. Toutes les choses que je fais déjà. Le travail pour lequel, apparemment, je n'étais pas qualifié, mais que j'étais parfaitement qualifié pour enseigner. Non, ai-je répondu. Le visage de Steve est passé de la confusion, à l'inquiétude, puis à une expression qui donnait l'impression qu'il avait mordu dans un citron. Pardon ? Non, je ne formerai pas Bella. Il a carrément ri, comme si j'avais raconté une blague. Allez, ne sois pas comme ça. Je sais que tu es déçu, mais nous sommes toujours une équipe ici. Nous devons tous nous soutenir mutuellement. Si je n'étais pas qualifié pour faire le travail, ai-je rétorqué, alors je ne suis certainement pas qualifié pour former quelqu'un d'autre à le faire. Le faux sourire a disparu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Soutenir le développement de l'équipe fait partie de tes responsabilités. On attend de toi que tu partages les connaissances institutionnelles. Partager les connaissances institutionnelles, ai-je répété. Avec la personne qui a été promue à ma place, la personne que j'ai déjà formée une fois, cette personne-là. Steve s'est penché en avant, reprenant sa fausse voix inquiète. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais refuser d'aider ne fera que nuire à tes perspectives d'avenir ici. C'est comme ça qu'on fait preuve de leadership, en restant professionnel quand les choses ne vont pas dans notre sens. J'ai failli rire. Tu parles de l'avenir où je me tue à la tâche pendant encore 5 ans, pour te regarder promouvoir quelqu'un d'autre ? Cet avenir-là. Cette attitude, juste là, a-t-il dit, le ton se durcissant. C'est exactement la raison pour laquelle la direction avait des réserves sur ta préparation au management. Et voilà. Pas l'expérience en leadership. L'attitude. Traduction, je n'avais pas embrassé assez de bagues, ou je n'avais pas assez joué le jeu politique.
Je me suis levé. Je fais mon travail. Je respecte mes délais. Je gère mes clients. Mais je ne forme personne pour un poste qui m'a été refusé. Trouve quelqu'un d'autre. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. De retour à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à travailler comme si de rien n'était. 1 heure plus tard, une invitation tombait dans mon calendrier. Objet, discussion concernant la collaboration en équipe. Participants, moi, Steve, et Brenda DRH. C'était parti. La réunion était prévue pour l'après-midi. J'ai passé la matinée à faire mon vrai travail, pendant que mes collègues me lançaient des regards appuyés. Les ragots de bureau vont vite. À 14 heures, je suis entré dans le bureau des RH. Brenda était déjà là, assise à côté de Steve. Tous deux arboraient la même expression de déception synchronisée. Mon collègue Todd traînait près de la machine à café, essayant d'avoir l'air naturel alors qu'il écoutait manifestement aux portes. Laissez-moi vous parler de ce gars. Todd était le genre de type qui faisait réchauffer du poisson au micro-ondes dans la cuisine du bureau, et qui ne comprenait sincèrement pas pourquoi les gens étaient en colère. Un bon gars. Un cerveau de poisson rouge. Merci de nous rejoindre, a dit Brenda, comme si j'avais eu le choix. Steve a mentionné qu'il y avait une certaine résistance concernant le plan de transition. J'ai dit à Steve que je ne formerais pas Bella, ai-je corrigé. Je n'appelle pas ça de la résistance. C'est une décision. Brenda a jeté un coup d'œil à Steve, puis à moi. Je comprends que la décision concernant la promotion ait été décevante, mais refuser de soutenir une collègue n'est pas un comportement acceptable au travail. Est-ce un comportement acceptable au travail que de faire mariner quelqu'un pendant 5 ans, puis de promouvoir la personne qui la formait? Steve a bougé sur sa chaise. Personne ne t'a fait mariner. Tu as postulé. Quelqu'un d'autre a été sélectionné. Ce sont les affaires. Et il est dans l'ordre des affaires que je n'ai plus à me surpasser pour vous, ai-je répondu. Brenda a sorti un document imprimé. Il portait probablement mon nom en gras. La description de votre poste inclut le transfert de connaissances, et le soutien au développement de l'équipe. Refuser des missions de formation directe pourrait constituer de l'insubordination. De l'insubordination? Ils allaient vraiment jusque-là. Alors donnez-moi un avertissement, ai-je dit. Mais je ne le ferai toujours pas. La pièce est devenue silencieuse. Steve avait l'air d'avoir avalé une guêpe. La mâchoire de Brenda s'est crispée. Nous essayons de trouver une voie constructive pour avancer, a-t-elle dit prudemment. Mais un refus continu de suivre les directives de la direction entraînera des mesures correctives. Faites ce que vous avez à faire, ai-je conclu. Je fais mon travail, juste pas celui de quelqu'un d'autre. J'ai quitté cette réunion en sachant que je venais de me peindre une cible dans le dos. Je m'en fichais. J'en avais fini d'être le gars qui se pliait en 4, pour des gens qui le considéraient comme jetable. Le reste de la semaine a été tendu. Steve a arrêté de me parler, sauf en cas d'absolue nécessité. D'autres collègues ont commencé à m'éviter comme si j'avais la peste, et Bella n'arrêtait pas d'essayer de me poser des questions. Désolé, disais-je à chaque fois. Tu devrais demander à Steve. C'est ton manager maintenant. Elle avait l'air confuse, parfois blessée. Mais j'ai tenu bon. Pas mon travail, pas mon problème. Steve avait voulu la promouvoir sans me consulter, il pouvait très bien la former sans moi. Le changement dans la dynamique du bureau a été immédiat, et flagrant. Ronnie des opérations a dû, pour une fois, résoudre ses propres problèmes. Il a commencé à faire des erreurs, et s'est fait recadrer par des clients. Soudainement, je n'étais plus le gars sur qui tout le monde s'appuyait, et toute la structure de soutien s'est effondrée comme un château de cartes. Anna a arrêté de me transférer ses demandes urgentes, et a commencé à les envoyer à Bella à la place. Bella paniquait, venait à mon bureau, et je la redirigeais invariablement vers Steve. J'ai regardé sa confiance s'effriter en temps réel. Elle avait signé pour une promotion, pas pour un champ de bataille. Todd m'a coincé près de l'imprimante le jeudi après-midi. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit que tu as refusé de former Bella. C'est exact, ai-je dit. Son visage s'est plissé de confusion. Mais Jean, pourquoi? C'est pas un peu méchant? Todd, ils l'ont promue à ma place, puis ils m'ont demandé de la former. En quoi ce n'est pas ridicule? Il a réfléchi à ça pendant 10 bonnes secondes. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bizarre. Puis,
Après une autre pause, mais tu pourrais pas juste la former quand même? Genre, pour être sympa. C'est pour ça que j'aimais bien Todd. Son cerveau fonctionnait à la vitesse d'une connexion Internet par modem, mais il avait le cœur sur la main. Être sympa, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette situation, lui ai-je dit. J'ai fini d'être sympa. Le vendredi, tout tombait en morceaux. Bella avait manqué 2 délais clients, envoyé le mauvais rapport trimestriel à un compte majeur, et avait eu un trou de mémoire total lors d'une présentation à la direction. J'ai regardé tout cela se produire depuis mon bureau, tout en faisant mon propre travail. Pas mon cirque, pas mes singes. Steve a essayé de me coincer dans la salle de pause. Tu sais quelle galère. Pas mon problème, ai-je répondu en me versant du café. C'est le problème de tout le monde quand les projets échouent. Alors peut-être que tu aurais dû promouvoir quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une supervision constante. Son visage est devenu rouge. Tu es mesquin. Je suis professionnel. Je fais mon travail. C'est tout. Ce soir-là, j'ai reçu l'appel d'un recruteur. Meilleure entreprise, meilleur salaire, et de vraies opportunités de croissance. J'ai programmé un entretien pour la semaine suivante. Le lundi matin, une autre invitation de calendrier. Objet, discussion sur les performances. Ils allaient me renvoyer, ou me mettre sous un plan d'amélioration des performances, PIP. De toute façon, je savais où ça allait. Je suis entré dans cette réunion avec 0 attente, et encore moins d'inquiétude. Ils voulaient de la panique, ils voulaient que je supplie. J'avais déjà un pied dehors, et honnêtement, j'avais hâte de voir leur visage quand j'allais démissionner. La salle de conférence semblait beaucoup plus petite avec 4 personnes à l'intérieur. Steve et Brenda avaient l'air mal à l'aise. Colin, DRH de la direction générale, avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs. Ils avaient des dossiers, des documents imprimés, toute la panoplie du peloton d'exécution. Todd est passé devant la fenêtre de la salle de conférence, et m'a fait un pouce en l'air pour une raison quelconque. Il pensait probablement que c'était une bonne réunion. Comme je l'ai dit, un super gars. Colin a commencé. Nous sommes ici pour discuter de problèmes de performance continue, et de ton récent refus de participer aux activités obligatoires de l'équipe. Des problèmes de performance. J'avais eu des évaluations parfaites pendant 5 ans d'affilée, mais bien sûr, soudainement, j'avais des problèmes. Quels problèmes? Ai-je demandé. Colin a ouvert son dossier, et a commencé à mélanger des papiers comme si elle distribuait des cartes. Nous avons documenté plusieurs cas de comportement non coopératif, d'échecs à accomplir les tâches assignées, et des problèmes d'attitude ayant un impact sur le moral de l'équipe. Les tâches assignées, ai-je répété. Vous voulez dire, former Bella? Entre autres choses est intervenu Steve. Tu t'es retiré des activités de l'équipe. Tu as refusé d'aider sur des projets collaboratifs. Plusieurs collègues ont signalé ton énergie négative. Génial. On faisait de l'astrologie d'entreprise maintenant. Les collègues qui avaient l'habitude de me refiler leur travail sont contrariés que j'ai arrêté de le faire gratuitement, ai-je dit. Choquant. Brenda est intervenue. Il ne s'agit pas de travail supplémentaire. Il s'agit d'avoir l'esprit d'équipe, et de soutenir les objectifs de l'entreprise. Quels sont mes objectifs de travail? Parce qu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas été promu au management. Donc, mon objectif est de faire mon vrai travail, ce que j'ai fait parfaitement, avec 0 erreur. Colin a baissé les yeux sur ses papiers, et les a feuilletés. Elle cherchait quelque chose de concret. Elle n'allait pas le trouver, car cela n'existait pas. Nous te plaçons sous un plan d'amélioration des performances de 60 jours, a-t-elle finalement déclaré. Tu devras démontrer une amélioration mesurable de ta collaboration, et de ta réactivité aux directives de la direction. Un PIP. La condamnation à mort en entreprise. En gros, c'est une trace écrite pour qu'il puisse vous virer, en prétendant que c'était justifié. Il documente chaque petite erreur pendant 2 mois, puis il vous licencie. Et pointe le PIP comme preuve de votre incompétence. C'est à ce moment-là que j'ai plongé la main dans mon sac, que j'ai sorti une enveloppe, et que je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé Steve. Ma démission. Vous auriez dû voir leur visage. Colin est resté bouche bée. Steve avait l'air d'avoir été giflé avec un poisson frais. Brenda fixait simplement l'enveloppe, comme si elle risquait d'exploser. Tu ne peux pas démissionner immédiatement, a dit Steve.
Tu dois donner un préavis de 2 semaines. En fait, l'emploi est à volonté, at will. Je peux partir quand je veux. De la même manière que vous pouvez me virer quand vous voulez. Colin s'est reprise en premier. Sans préavis approprié, tu seras marqué comme inéligible à la réembauche. Tu auras besoin de références. Je n'ai besoin de rien de la part de cette entreprise, ai-je dit. J'ai déjà un autre poste qui m'attend. Légère exagération. J'avais un entretien, pas une offre. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Je me suis levé, j'ai pris la lettre de démission, je l'ai portée du côté de la table où se trouvait Colin, et je l'ai posée directement devant elle. J'ai fini. Envoyez-moi mes documents de fin de contrat par email. Steve s'est levé aussi. Tu ne peux pas juste partir. Tu as des projets en cours. Nous avons besoin d'une période de transition. Vous auriez dû y penser avant le PIP. Tout mon travail est documenté dans les disques partagés. Vous vous débrouillerez. C'est vous la direction. C'est complètement non professionnel, a dit Steve, la voix montant dans les tours. Non, ai-je répondu, c'est de l'instinct de conservation. Je suis sorti, je suis allé à mon bureau, et j'ai emballé mes affaires, mes photos personnelles, ma tasse à café, et la bonne agrafeuse que j'avais ramenée de la maison. Ça m'a pris peut-être 10 minutes. Le bureau était devenu complètement silencieux. Tout le monde faisait semblant de travailler. Tout en me regardant faire mes cartons. Anna avait l'air mortifiée. Ronnie a eu l'audace d'avoir l'air compatissant. Bella était introuvable, probablement cachée dans une salle de conférence quelque part. Todd est apparu à côté de moi. Ouah. Tu pars? Ouais. Jean, tout de suite. Tout de suite. Son visage a traversé plusieurs émotions, avant de se fixer sur une sorte de respect confus. C'est en fait assez cool. Comme dans les films. Exactement comme dans les films, Todd. Je devrais faire ça un de ces jours? Seulement si tu as un autre travail avant, mon pote. Oh, c'est vrai. C'est logique. Il m'a aidé à porter un carton jusqu'à ma voiture. Je me suis déconnecté de mon ordinateur, j'ai déposé mon badge et ma carte d'accès au bâtiment sur le bureau de Steve. Il n'était pas là. Probablement encore dans la salle de conférence, en train de faire une crise de nerfs. Je suis sorti à 11 heures. Un mardi. Je suis arrivé à ma voiture, je me suis assis sur le siège conducteur, et j'ai pris une grande inspiration. Mon téléphone vibrait déjà. Un texto d'une autre collègue, OMG, tu viens de démissionner? J'ai répondu, ouais. Elle, tout le monde panique. Moi, tant mieux. J'ai démarré le moteur, j'ai conduit jusqu'à chez moi, et pour la première fois en 5 ans. Je n'ai pas du tout pensé au travail. Le chaos qui a suivi a été magnifique. Anna m'a tenu au courant de tout. Bella se noyait. Les projets manquaient leurs échéances. Les clients appelaient pour exiger de savoir où était leur rapport. Le système de classement que j'avais mis en place était apparemment impossible à comprendre pour qui que ce soit d'autre. Il s'avère que tous ces processus que j'avais documentés n'étaient pas aussi explicites que je le pensais. Tout simplement parce que personne n'avait pris la peine de les lire. Ils me posaient directement la question à la place. Maintenant, ils étaient perdus. Les rapports clients hebdomadaires que j'avais automatisés. Personne ne savait comment les générer. Les relations avec les fournisseurs que j'avais entretenus s'effondraient, parce que personne n'avait les coordonnées ou l'historique des négociations. Un client majeur a menacé de retirer son contrat. Après que Bella lui a envoyé les données du mauvais trimestre. Un autre a exigé une réunion avec la direction générale, après que le suivi de son expédition a été complètement interrompu pendant 3 jours. Ronnie a même réussi à supprimer toute une sauvegarde de base de données. En essayant de comprendre une manipulation que je gérais les yeux fermés. Steve a essayé de m'appeler 2 fois. Il a laissé des messages vocaux demandant si je voulais reconsidérer ma décision, si nous pouvions trouver un arrangement. Ou si je voulais bien faire au moins une réunion de transition rapide. Je les ai supprimés sans les écouter. Puis, est venu l'email de Colin, disant que je devais venir pour un entretien de départ. J'ai répondu, tous les biens de l'entreprise ont été restitués. Envoyez tout document requis pour une signature électronique. 2 semaines plus tard, Anna m'a envoyé un texto, Bella a démissionné. J'ai fait une pause,
Puis je l'ai appelée immédiatement. Attends, quoi? Elle ne pouvait plus gérer. Elle travaillait jusqu'à minuit tous les jours, et prenait quand même du retard. Les clients se plaignaient. Steve était constamment sur son dos. Elle est juste partie hier. Elle n'a même pas donné de préavis. J'ai ri. Alors maintenant, ils n'ont plus personne. Personne. Et Steve est en train de perdre la tête. Ils essaient de diviser ton ancien travail entre 3 personnes, et aucune d'entre elles n'a la moindre idée de ce qu'elle fait. Bien, ai-je dit. Laissez tout brûler. Au cours du mois suivant, les mises à jour ont continué d'affluer. Le département perdait des clients à l'appel. Les gens démissionnaient. Les projets échouaient. La haute direction exigeait des réponses. Pendant ce temps, j'étais passé à autre chose. Et j'avais trouvé un meilleur emploi dans une entreprise qui appréciait réellement la compétence. Mais regarder mon ancien lieu de travail imploser à distance, ce n'était que l'entrée. Le plat principal était encore à venir. 3 jours après avoir démissionné, j'étais chez moi vers 10 heures. Me relaxant pour une fois, quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli la renvoyer vers la messagerie, mais je me suis dit qu'elle continuerait à appeler sans cesse, alors j'ai décroché. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle attaqué avant même que je puisse dire bonjour? Pas de salutation, juste un mode d'attaque immédiat. Bonjour à toi aussi. Ne fais pas le malin avec moi. Ton frère m'a dit que tu as quitté ton travail. C'est vrai? Mon frère, bien sûr. Zach, l'enfant prodige. Zach avait 3 ans de plus que moi. Il avait toujours été le préféré. La fierté de papa, l'ange de maman. Il ne pouvait rien faire de mal. Il avait obtenu un diplôme en finance que nos parents avaient payé. Pendant que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes propres dépenses. On lui avait offert un poste de débutant dans l'entreprise d'un ami de mon père, pendant que j'envoyais 200 candidatures. Chaque succès dans sa vie comportait un astérisque. Mais personne ne voulait le reconnaître. En grandissant, chacune de mes réussites était comparée aux siennes. J'étais au tableau d'honneur? Zach avait été sur la liste du doyen. J'avais obtenu une bourse? Zach n'en avait pas eu besoin. Car il était déjà à l'abri. J'avais acheté ma première voiture avec l'argent que j'avais économisé? Zach en avait reçu une plus récente comme cadeau de diplôme. Le schéma ne s'arrêtait jamais. Ouais, c'est vrai, ai-je dit. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi stupide? Sa voix montait. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver du travail? Tu ne peux pas simplement jeter 5 ans par la fenêtre, juste parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Ils m'ont ignoré, puis m'ont demandé de former ma remplaçante. Il ne s'agit pas de ne pas obtenir ce que je voulais. Il s'agit de respect fondamental. C'est la vie, a-t-elle rétorqué. Les choses ne vont pas toujours dans ton sens. Tu fais avec. Tu ne démissionnes pas. J'ai pu entendre papa en arrière-plan dire quelque chose. Puis, il a pris le téléphone. Écoute, a dit papa avec cette fausse voix calme, qu'il utilise quand il est en fait furieux. Ta mère et moi n'avons pas élevé un lâcheur. Lâcheur. C'est fort venant du gars qui avait occupé le même emploi gouvernemental pendant 35 ans, et qui pensait que la loyauté envers une entreprise était en quelque sorte une vertu, au lieu d'un piège. Je ne suis pas un lâcheur. J'ai quitté une situation toxique. Tu es parti sans autre emploi. C'est irresponsable. J'ai des entretiens de prévus. Tu dois les rappeler, est intervenue maman. T'excuser. Voir si tu peux récupérer ton poste. J'ai vraiment ri à ça. Vous plaisantez. Ils ont essayé de me mettre sous un plan d'amélioration des performances. Pourquoi j'y retournerais? Parce que tu n'as rien d'autre, a dit papa. Et parce que partir te fait paraître instable. Tu crois que les autres entreprises n'en entendront pas parler? Les nouvelles vont vite. Cela m'a fait faire une pause. Comment ça, les nouvelles vont vite? Silence. Puis maman a dit, ton frère connaît des gens dans l'industrie. Il essaie juste d'aider. Pause. Aider comment? Encore du silence. Papa s'est raclé la gorge. Il a contacté quelques connaissances. Il a tâté le terrain. Pour s'assurer que cela ne nuise pas à ta réputation. Mon estomac s'est noué.
Il parle de moi à d'autres entreprises. Il fait du réseau, a dit maman sur la défensive. C'est ce que fait la famille. Tu devrais être reconnaissant. J'ai raccroché. J'ai juste appuyé sur le bouton de fin d'appel, et je suis resté là à fixer mon téléphone. Zach répandait je ne sais quelle version des faits, me faisant probablement passer pour un employé à problème, instable. Qui ne supportait pas le rejet. Je l'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie. Et, a-t-il dit d'un ton très désinvolte. Maman t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Ne joue pas à l'idiot. Pourquoi parles-tu de moi aux gens? Il a soupiré, comme si j'étais difficile. J'essaie d'aider. Je connais des gens dans la logistique. Je limite les dégâts. Limiter les dégâts de quoi? Tu as quitté ton travail sans préavis. Ça donne une image terrible. J'essaie de tourner ça à ton avantage avant que ça n'empire. Ma voix montait. Zach, je n'ai pas besoin que tu tournes quoi que ce soit. Reste en dehors de ma carrière. Quelqu'un doit être l'adulte ici, a-t-il dit. Et je pouvais entendre la condescendance couler de chaque mot. Tu es émotif, tu ne penses pas clairement. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin que tu te mêles de tes affaires. Ça devient mes affaires quand tu donnes une mauvaise image à toute la famille. Quand maman et papa doivent expliquer à leurs amis pourquoi leur fils a quitté son travail comme un adolescent. Et voilà. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de la façon dont mes décisions se reflétaient sur eux. Arrête de parler de moi à tes contacts, ai-je dit. Arrête d'interférer. Va te faire foutre. Très bien, a-t-il répondu. Mais ne viens pas pleurer vers moi quand tu ne trouveras pas de travail, parce que tu auras brûlé tous les ponts dans l'industrie. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué maman et papa, aussi. Mais ça a empiré. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email bizarre. Une adresse Gmail anonyme. Objet. Tu devrais voir ça. À l'intérieur se trouvait une chaîne de mails transférés. C'était entre Zach et quelqu'un de mon ancienne entreprise, le vice-président. Le gars qui m'avait souri après mon dernier entretien. Le gars qui avait finalement décidé d'embaucher Bella à ma place. Les emails remontaient à des semaines avant ma démission. Zach posait des questions sur moi, comment je m'en sortais au travail. S'il y avait des problèmes de performance. Le vice-président est resté vague au début, mais Zach a insisté. Il a dit qu'il s'inquiétait pour moi. Il a dit que j'agissais bizarrement. Il a demandé si l'entreprise devait savoir quelque chose. Et le vice-président a mordu à l'hameçon. Il a commencé à partager des détails sur le processus de promotion, comment ils avaient choisi quelqu'un d'autre, comment je me montrais difficile concernant la formation de Bella. Les réponses de Zach étaient pires. Disant des choses comme ça lui ressemble, et il a toujours eu des problèmes avec l'autorité, et peut-être qu'il a besoin d'un peu de fermeté pour grandir. Je me suis senti physiquement malade. J'ai couru aux toilettes, et j'ai eu des hauts le cœur au-dessus de la cuvette. Quand c'est passé, je me suis assis sur le sol de la salle de bain. Essayant d'assimiler ce que je venais de lire. Ma propre famille travaillait contre moi. J'ai transféré l'email dans mes archives personnelles. Puis, j'ai fait quelque chose d'important. J'ai appelé un avocat. L'avocat, Greg, était un homme d'âge moyen. Spécialisé dans le droit du travail. Il avait de très bonnes critiques en ligne. Il a jeté un seul coup d'œil aux emails, et ses yeux se sont illuminés comme au matin de Noël. C'est mauvais, a-t-il dit. Pour eux, pas pour vous. L'implication de votre frère aggrave même les choses. Ça montre une coordination. Je peux poursuivre mon entreprise. Absolument. Votre entreprise a définitivement violé les lois sur les représailles ici. Votre frère? C'est plus délicat, mais possible. Il a pris mon dossier avec des honoraires de résultat. Aucun frais initiaux. Nous allions les attaquer pour licenciement abusif et représailles. Pendant ce temps, je passais des entretiens. J'avais 3 pistes solides. L'une d'elles semblait vraiment prometteuse. Une entreprise de logistique. Une bonne réputation, et un bien meilleur salaire. La recruteuse, Jennifer, m'a contacté directement. Elle a dit que mon expérience était exactement ce dont ils avaient besoin. L'entretien téléphonique s'est super bien passé.
Elle a programmé un entretien en personne. Et je m'y suis préparé à fond. L'entretien a eu lieu un mercredi. 3 personnes dans le panel, dont le chef de département. Ça s'est passé en douceur. À la fin, le chef de département a souri et a dit, « Nous allons devoir vérifier vos références. Mais je pense que vous seriez un excellent candidat. Attendez-vous à avoir de nos nouvelles d'ici la fin de la semaine. » Je suis parti très confiant. Vendredi après-midi, Jennifer a appelé. Sa voix était différente. Prudente. Et, a-t-elle dit. Alors, nous avons terminé la vérification de vos références, et je dois vous parler de quelque chose. Mon estomac s'est noué. Nous avons contacté votre ancien employeur. Les retours étaient préoccupants. Préoccupants comment? Elle a hésité. Ils ont dit que vous aviez des problèmes de performance. Que vous étiez insubordonné. Que vous êtes parti sans préavis, après avoir été placé sous un plan d'amélioration des performances. C'est faux. Ils se vengent parce que je les poursuis en justice. Pause. Vous poursuivez votre ancien employeur? Oui. Pour licenciement abusif et représailles. Un long silence. Je suis désolé, mais nous allons donner suite à d'autres candidats. Le litige en cours représente un risque trop important. Jennifer, il mentent pour se couvrir. Je comprends, mais nous devons agir avec les informations dont nous disposons. Je suis désolé. Elle a raccroché. Je suis resté assis là à fixer mon téléphone. Ils m'ont torpillé, ils ont activement saboté une opportunité d'emploi. Les 2 entretiens suivants se sont déroulés exactement de la même manière. Tout était positif jusqu'à la vérification des références. Puis soudainement. Des inquiétudes concernant mon attitude, mon professionnalisme. Ma fiabilité. J'ai commencé à me sentir traqué. Chaque porte qui s'ouvrait claquait à la dernière seconde. Chaque piste prometteuse se transformait en un autre rejet. Mes économies fondaient. Le loyer était dû. Et je n'arrivais à me faire embaucher par personne. Parce que mon ancien employeur empoisonnait tous les puits. J'ai appelé Greg immédiatement après le 3e rejet. C'est illégal. Les entreprises ne peuvent pas mentir lors de la vérification des références. Cela renforce en fait notre dossier. Transférez-moi tout. Ce soir-là, un autre email anonyme est arrivé. Objet, plus de preuves. Une autre chaîne de mai. Cette fois, c'était entre les RH et Zach. Elle était datée d'après ma démission, et d'après l'embauche de mon avocat. Zach se coordonnait toujours avec eux. Ils discutaient de stratégie. De la façon de gérer mon action en justice, de la façon de documenter rétroactivement des problèmes de performance, et de la façon de s'assurer que les autres employeurs sachent que j'étais difficile. Il y avait même un email du vice-président. Suggérant qu'il devrait protéger l'industrie en prévenant d'autres entreprises. Zach était d'accord, disant qu'il ferait passer le mot via son réseau. Je l'ai transféré à Greg, et je l'ai appelé même s'il était tard. C'est de la conspiration, a-t-il dit après l'avoir lu. De la diffamation, de l'ingérence délictuelle. Ils sont cuits. Et Zach, il y participe activement. C'est passible de poursuite. Le lundi matin, Greg a déposé une plainte modifiée ajoutant Zach comme défendeur. Dès mardi, les avocats de mon ancienne entreprise appelaient pour essayer de trouver un arrangement. Greg leur a dit non. Mercredi. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. C'était maman, appelant d'un téléphone différent puisque j'avais bloqué son numéro habituel. « Tu as attaqué ton propre frère en justice ?» a-t-elle hurlé dans le message vocal. « Si tu vas jusqu'au bout, tu ne fais plus partie de cette famille. » Je n'ai pas répondu. Elle avait clairement fait son choix. En l'espace d'une semaine, 2 autres anciens employés ont contacté Greg. April et James. Tous 2 avaient des histoires similaires. Tous 2 avaient été poussés vers la sortie. Et mis sur liste noire. April avait travaillé dans l'entreprise pendant 7 ans, avant de remettre en question une directive de la direction qui semblait juridiquement douteuse. Elle était allée voir les RH. 2 mois plus tard, elle était sous PIP. Puis licenciée. Elle avait passé 6 mois au chômage malgré des dizaines d'entretiens, parce que chaque vérification de référence revenait avec des inquiétudes concernant son jugement.
James avait signalé des violations de la sécurité sur le lieu de travail. Il s'était fait virer 3 semaines plus tard pour de prétendus problèmes d'assiduité. Alors même qu'il avait un dossier parfait. Personne ne voulait l'embaucher après ça. Un recruteur lui avait dit en off que son ancien employeur l'avait signalé comme procédurier et à haut risque. C'est un schéma récurrent, a dit Greg. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Ils se sont joints comme co-plaignants. Il ne s'agissait plus seulement de moi. C'était des représailles systématiques. La procédure de communication des pièces a commencé. Greg a tout assigné à comparaître. L'entreprise s'est battue. Le juge a ordonné de s'y conformer. Mes parents ont commencé à appeler la famille élargie, répandant leur version de l'histoire. La plupart des proches ont pris leur parti. J'ai reçu des textos me disant que j'étais vindicatif. Ma cousine Michelle m'a contacté. Elle a été la seule à poser des questions, au lieu de supposer que j'avais tort. Ton père a déjà fait ça, m'a-t-elle dit autour d'un café. Saboter des gens. Je veux dire, tu te souviens quand j'ai postulé pour ce programme de formation après le lycée? Je m'en souvenais vaguement. Ton père a appelé le coordinateur, il leur a dit que je n'étais pas fiable. Que des mensonges. Mais ça a tué mes chances. Pourquoi? Parce que Zach avait postulé aussi. Et ton père ne voulait pas de concurrence. Zach a été pris. Moi, j'ai travaillé dans la vente au détail pendant 3 ans. Je me suis senti malade. Je n'en avais aucune idée. Personne ne le savait. Je ne l'ai découvert que parce que le coordinateur en a parlé à ma mère des années plus tard. Elle a levé les yeux. Ton père protège toujours Zach, aux dépens de tous les autres. 3 semaines plus tard, les documents de la communication des pièces sont arrivés. Des boîtes de mets imprimées. Des milliers de pages. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Une liste littéralement intitulée « Ne pas réembaucher », avec des codes à côté des noms. Mon nom y figurait. Code. Procédurier. Avertir les autres. Ceux d'April et de James aussi. Tous marqués comme des problèmes. Mais pire que ça. Les emails montraient une véritable coordination. Les RH étaient en contact régulier avec les départements RH d'autres grandes entreprises. Ils partageaient des informations sur les employés à problème. Une opération de liste noire à l'échelle de l'industrie. Greg m'a appelé. C'est plus gros que je ne le pensais. Nous allons attaquer tout le réseau. Pouvons-nous faire ça? Nous pouvons essayer. Ça va devenir chaotique. Je m'en fiche. Ils ont détruit des carrières. Quand la nouvelle de l'ampleur de l'affaire s'est répandue, mes parents ont pété les plombs. Ils ont essayé d'appeler de multiples numéros. Quand ça n'a pas marché, ils ont débarqué à mon appartement, et ont tambouriné à la porte. Papa m'a bousculé quand j'ai ouvert. Arrête ça tout de suite. Sortez. Pas avant que tu n'écoutes. Tu es en train de ruiner la vie de Zach. Zach a ruiné sa propre vie en aidant mon employeur à me mettre sur liste noire. Il protégeait la réputation de la famille, a dit maman. Alors vous l'avez mal élevé, ai-je répondu. Maintenant, partez. Papa s'est approché. Abandonne le procès, ou tu es mort pour nous. Je le suis déjà, ai-je répliqué. Sortez de mon appartement. Il m'a dévisagé, puis s'est retourné et est parti. Maman a suivi. J'ai verrouillé la porte. 6 mois après le début du litige, mon ancienne entreprise a essayé de trouver un accord. Une bonne somme d'argent, un accord de référence neutre. Et une clause mutuelle de non-dénigrement. Greg m'a apporté l'offre. D'un point de vue juridique, c'est solide. Mais si ton objectif est d'obtenir un vrai changement, un accord ne permet pas de l'atteindre. J'ai pensé à Michel, à April et James, et probablement aux dizaines d'autres qui avaient été écrasés. Que se passe-t-il si nous allons au procès? Nous forçons les témoignages sous serment, nous les rendons publics, même si nous n'obtenons que des dommages partiels. L'exposition médiatique à elle seule détruit leur opération. Mais il y a un risque. Ils ont des avocats très chers. Les jurys sont imprévisibles. Refuse. Nous allons au procès. Greg a souri. J'espérais que tu dirais ça. Nous avons rejeté l'offre. Ils sont revenus avec une somme plus élevée. Nous avons encore rejeté.
De plus en plus de personnes ont commencé à se manifester. D'anciens employés d'autres entreprises. Le réseau de la liste noire était immense. Il impliquait au moins une douzaine de grandes entreprises. Greg a monté un dossier démontrant une coordination systématique, visant à supprimer les droits des employés. Les médias locaux s'en sont emparés. Des grandes entreprises accusées d'un réseau illégal de liste noire. Mon ancienne entreprise a paniqué. Les autres aussi. Elles ont commencé à conclure des accords individuellement. Certaines ont présenté des excuses publiques. D'autres ont discrètement modifié leur politique. Mais mon ancienne entreprise et Zach n'ont pas transigé. Ils se sont braqués. Alors nous sommes allés au procès. Greg a présenté les choses méthodiquement. A montré les emails, la liste, et a appelé les James à la barre. Il a construit un schéma indéniable. Leurs avocats ont essayé de discréditer tout le monde, en prétendant que nous étions des employés mécontents qui inventaient des choses. Puis Greg a appelé Zach à témoigner. Regarder ce connard se tortiller à la barre était très satisfaisant. Greg l'a détruit. Il a montré des emails où Zach suggérait spécifiquement des moyens de documenter des problèmes de performance, où il proposait de diffuser des informations négatives, et où il se coordonnait avec le vice-président. Le meilleur moment a été quand Greg a demandé directement à Zach pourquoi il avait contacté mon employeur. Zach a essayé de jouer la carte du membre de la famille inquiet. Greg a sorti un email daté de 2 jours après que j'ai postulé pour la promotion, avant même que je ne sois rejeté. Zach parlait déjà au vice-président, se positionnant déjà comme une partie inquiète. La chronologie prouvait qu'il ne s'agissait pas d'inquiétude. C'était un sabotage prémédité. Zach n'a eu aucune réponse. Le jury a vu exactement ce qu'il était. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Verdict? Coupable sur tous les chefs d'accusation. Licenciement abusif, représailles, diffamation, conspiration. Le juge a accordé des dommages et intérêts importants, non seulement à moi, mais aussi à les James, plus des dommages punitifs. Mais la vraie victoire, c'est ce qui est venu après. Le verdict a fait les nouvelles locales. Mon ancienne entreprise ne s'en est jamais remise. La publicité les a détruits. Moins d'1 an après le verdict, ils ont déposé le bilan. Le vice-président a démissionné dans la disgrâce. Steve s'est fait virer. Zach a tout perdu. Son entreprise l'a lâché immédiatement. Et personne d'autre ne voulait l'embaucher. Mes parents ne se sont jamais excusés. J'ai simplement arrêté de parler à ce côté de la famille. Michel m'a dit qu'il racontait aux gens que j'étais mentalement instable. Je m'en fichais. Je m'étais construit une nouvelle vie. J'avais trouvé un meilleur travail. L'argent du procès a aidé. J'ai remboursé mes dettes, et je me suis construit un filet de sécurité. Mais plus que ça, j'avais le respect de moi-même. Quelque chose que mon ancienne entreprise et ma famille ne m'avaient jamais donné. Certaines personnes m'ont dit que j'aurais dû simplement passer à autre chose. Que garder rancune était malsain. Ces personnes n'ont jamais eu de membres de leur famille sabotant activement leur carrière. J'ai choisi de me battre et j'ai gagné. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont essayé d'enterrer. 2 ans après le verdict, je reçois toujours des messages de personnes affectées par la liste noire de l'industrie, me remerciant de l'avoir exposé, me disant que leur carrière a repris. Et cela en vaut la peine. Je suis tombé sur Todd il y a quelques mois. Une rencontre fortuite dans un café. Il travaillait toujours dans une entreprise de logistique, juste une différente. Mec, a-t-il dit quand il m'a vu, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé. C'était dingue. Il a commandé une boisson compliquée avec genre cette modification, puis s'est tourné vers moi. Alors, est-ce que tu as fini par former Bella? J'ai dû rire. Non, Todd. Je n'ai jamais formé Bella. Oh, c'est probablement pour ça que tout s'est effondré alors. Il l'a dit avec un visage très sérieux. Probablement, mon pote. C'est logique. Il a hoché la tête sagement, puis après une pause, et, tu es toujours en colère contre tout le monde? Contre certaines personnes? Ouais, c'est de bonne guerre. Je serais probablement en colère aussi, si je comprenais ce qui s'est passé. Il a attrapé sa boisson. Eh bien,
content de t'avoir vu. Tu as l'air moins stressé maintenant. Merci, Todd. En le regardant partir, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'étais moins stressé. Malgré le procès, malgré la perte de ma famille, malgré tout ça. Parce que j'avais arrêté d'accepter le manque de respect déguisé en loyauté, et arrêté de faire passer le confort des autres avant ma propre dignité. Mes parents ne sont jamais revenus sur leur position. Aux dernières nouvelles, ils disaient aux gens que Zach était la vraie victime, et que j'avais détruit sa vie par méchanceté. Laissez-les penser ça. Les dossiers judiciaires racontaient une histoire différente. J'ai appris par Michel que Zach travaillait à un poste de débutant dans un autre État, complètement banni de la logistique. L'ironie ne m'a pas échappé. Steve a fini dans une plus petite entreprise, à un poste inférieur. Anna a dit qu'il avait vieilli de 10 ans en un an. Le karma est marrant comme ça. Et Bella, j'ai entendu dire qu'elle avait complètement quitté l'industrie. Elle ne pouvait pas supporter la tension, après que le procès a révélé comment elle avait obtenu sa promotion en premier lieu. Le plus drôle, c'est qu'il s'est avéré que Steve essayait de sortir avec elle. Ce sourire du vice-président après mon dernier entretien, il était dans le coup aussi. Toute cette promotion était essentiellement la triste tentative de romance de bureau de Steve, déguisée en avancement basé sur le mérite. Les dossiers de l'affaire ont tout révélé. La vraie raison pour laquelle ils avaient choisi Bella n'était pas l'expérience en leadership. C'était parce que Steve avait convaincu la direction qu'elle avait du potentiel, tout en me sapant simultanément en coulisses. Le gars a littéralement saboté ma carrière, parce qu'il bavait sur quelqu'un qui n'était même pas intéressé par lui. April et James ont utilisé l'argent de leur accord pour créer leur propre cabinet de conseil en logistique. Ils m'ont demandé si je voulais les rejoindre en tant qu'associé, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'une pause avec les drames de l'industrie. Ces jours-ci, je travaille dans une entreprise où la compétence compte vraiment. Où la loyauté va dans les deux sens. L'argent de l'accord est placé dans des investissements. Mon fonds d'urgence est solide, ma vie est stable, et je vais plus que bien.